Et je vais vous raconter deux petites histoires pour démarrer mon propos et aller vers cette pratique réflexive. La première, c'est sur l'image de gauche. C'est un chercheur en ergologie, Yves Schwartz, qui, à la fin des années 70, va travailler avec des ouvrières qui sont dans un atelier de montage de circuits intégrés pour fabriquer des téléviseurs. Et donc, ces ouvrières très peu qualifiées ont reçu comme formation une formation très courte dans laquelle on les a conditionnées à positionner sur 1 mètre, c'est un tapis roulant qui se déplace, et durant 1 mètre, à positionner 27 composants électroniques. Et donc, on leur a dit, pour réaliser ça sur 1 mètre, il faut le faire dans la combinaison 13, 17, 25, 32, 28, donc les prendre dans l'ordre et pouvoir les ajuster. D'accord ? Donc, elles ont appris ça par cœur. Yves Schwartz vient les filmer et il se rend compte qu'il n'y en a pas une seule qui applique la consigne qui était proposée dans la formation. Il n'y a pas une seule combinaison qui est correcte. Alors il se dit, ça dépend peut-être de la taille. Et ça, c'est des travaux qui sont à l'origine de l'ergonomie, quand on a réfléchi à adapter les postes de travail à la spécificité du travailleur. Et il réalise des entretiens avec ces ouvrières, et en fait, au bout d'un moment, il se rend compte qu'il y a des non-dits. C'est-à-dire qu'elles ont transformé leur pratique pour des raisons qui ne sont pas du tout des raisons techniques. La première raison est que, avec le choix d'une stratégie, elles peuvent réaliser les 27 composantes sur 60 cm. Ce qui veut dire qu'elles gagnent 40 cm, potentiellement. Et ces 40 cm sont utilisés pour quoi ? Pas pour prendre une pause. On est dans la fin des années 70, on a un altruisme débordant. Et donc on pense à quoi ? On pense à ce que si notre collègue à droite ou à gauche a pris du retard, eh bien on lui offre 40 cm de plus. D'accord ? C'est-à-dire qu'on est dans un métier qui est réputé pour être un métier hyper technique, qui n'a de composantes que techniques, et d'ailleurs on les a formées à une seule technique, c'est un ordre de mise des composantes, et aucune ne respecte cet ordre-là. Aucune ne fait le travail prescrit. Et il y a un travail réel qui est emprunt chez des ouvrières très peu qualifiées, qui est complètement déterminé par des questions d'éthique. Ces questions-là interrogent sur la construction d'une pratique professionnelle. Alors, ces ouvrières n'avaient jamais réfléchi et théorisé, ou elles n'avaient jamais pris conscience de ces éléments-là. Et je vais passer à ma deuxième histoire, qui est celle de droite. C'est le travail que réalise Donald Schoen lorsqu'il va interroger des experts, cette fois, des gens qui ont une réputation dans leur domaine, architectes, design, dans son ouvrage de 83, le praticien réflexif. Il va les interroger et il se rend compte qu'eux non plus ne réalisent pas du tout ce qu'est le travail prescrit. C'est-à-dire qu'ils ne mettent pas en œuvre ce qu'on leur a enseigné dans les universités pour réaliser leur métier. Ils font autre chose qu'ils ont construit avec l'expérience, et cette expérience, c'est le dialogue avec la situation. C'est-à-dire chaque situation est singulière, et il y a une sorte de dialogue, une interaction qui se passe avec la situation, et qui fait que le professionnel reconstruit des savoirs d'action, d'expérience professionnelle, qui sont en partie étayés par ces savoirs théoriques, mais qui ne sont aucunement une application des savoirs théoriques. Donc on a, en Californie et en France, 2 chercheurs qui, dans les mêmes années, à la fin des années 70, arrivent aux mêmes conclusions. Il existe dans l'agir professionnel des déterminants qui ne sont pas conscientisés et qui ne répondent pas aux logiques de travail prescrit. En d'autres termes, ces 2 éléments-là posent un véritable problème aux formateurs, puisqu'ils leur mettent en évidence qu'il n'y a pas de matrice de prescription qui soit retranscriptible, que l'on puisse transmettre systématiquement dans une formation normalisée. Alors ça nous interroge.